Ma sœur m'a bannie de son mariage parce que j'étais trop jeune et pas assez sophistiquée pour son image parfaite, alors que j'avais passé des mois à tout préparer pour elle. Des années plus tard, quand est venu mon tour de marcher vers l'hôtel, j'ai rendu l'appareil. Je n'ai invité aucun d'eux. Quand ma mère m'a appelée, en larmes, pour me faire du chantage affectif en disant qu'elle ne viendrait pas si mes frères et sœurs n'étaient pas là, je n'ai pas cédé. J'ai simplement répondu, « Tu vas me manquer, maman. » Et j'ai raccroché. Voici comment je suis passée du statut de paillasson de la famille à celui de femme libre. Avant de vous raconter comment j'ai mis le feu à mes relations familiales pour sauver ma propre vie, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer ma voix voyager jusqu'à vous, que vous soyez à Paris, à Lyon ou à l'autre bout du monde. Allez-y, écrivez-le maintenant, je vous attends. Tout a commencé ce matin, dans mon jardin à Grasse. Le soleil de Provence était déjà haut, réchauffant les rangées de jasmin que je cultive avec tant d'amour. L'air était saturé de ce parfum sucré et enivrant qui fait la réputation de notre région. Sur ma table en chêne brute, posée sous la tonnelle, il y avait une pile de papier cartonné couleur crème, du ruban de soie vert sauge et mon stylo plume préféré. C'était le moment que toute future mariée attend avec impatience, la rédaction des invitations. Ma main a glissé sur le papier, traçant les courbes des lettres avec aisance pour inscrire le nom de mes amis, de mes collègues, des voisins. Et puis, je suis arrivée à la section fatidique. Celle qui, dans tous les guides de mariage, est intitulée Famille de la mariée. Mon stylo s'est arrêté, en suspens au-dessus de la page blanche. Une goutte d'encre est tombée, formant une tache noire, sombre et irréversible. Exactement comme le sentiment qui me noue à l'estomac. Devais-je écrire Monsieur Enguerrand et Madame ? Madame Olympe et sa famille ? Le simple fait de penser à ces noms a fait disparaître le soleil de Grasse. Soudain, je n'étais plus une femme de 32 ans, épanouie et propriétaire de sa propre pépinière. J'étais de nouveau cette petite fille de 12 ans, à Saint-Malo, tremblant de froid et d'humiliation dans la buanderie de la maison familiale. Le souvenir est revenu, brutal, violent. C'était il y a 20 ans. Le mariage de mon frère aîné, Enguerrand. C'était l'événement de l'année dans notre petite communauté bourgeoise de Bretagne. Enguerrand épousait une fille de notaire. Tout devait être parfait. Je me revois, petite Sidonie aux genoux cagneux, courant vers la boîte aux lettres sous le crachin breton, espérant voir mon nom sur une enveloppe. J'avais passé des semaines à rêver de ma robe. J'imaginais une robe en taffetas bleu, peut-être avec un petit ruban dans les cheveux. J'allais danser avec mes frères, je serais sur les photos. Mais l'enveloppe n'est jamais arrivée pour moi. À la place, il y a eu cette conversation dans la cuisine, une semaine avant le jour J. Ma mère, Bernadette, astiquait l'argenterie avec une énergie nerveuse. Sidonie, ma chérie, dit-elle sans me regarder, concentrée sur une fourchette à huîtres. Nous avons décidé avec Enguerrand que le mariage serait une réception très adulte. J'ai senti mon cœur se serrer. Ça veut dire quoi, maman ? Ça veut dire que ce sera long, ennuyeux, avec des discours politiques et des discussions d'affaires. Tu t'ennuierais à mourir. Et puis, Enguerrand pense que les enfants risquent de perturber le service. Mais je ne suis pas un bébé. J'ai 12 ans. Ai-je protesté, les larmes montant aux yeux. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé avec ce sourire triste et condescendant que je n'allais apprendre à détester que bien plus tard. Tu es une petite fille très mûre, Sidonie. Je sais que tu comprends. D'ailleurs, nous avons une mission très spéciale pour toi. Comme tu es la plus minutieuse, tu vas nous aider à préparer la maison. La mission spéciale, c'était de repasser les nappes en lin brodé de grand-mère qui devaient servir pour le brunch du lendemain. Le jour du mariage, alors que toute la famille montait dans les voitures décorées de fleurs blanches, alors que ma sœur Olympe rayonnait dans sa robe de demoiselle d'honneur pêche, je suis restée sur le perron. Sois sage, avait lancé Enguerrand en ajustant sa cravate, sans même un regard pour moi. Ne mets pas le feu à la maison. Ils sont partis. Le silence est retombé sur la grande maison de pierre. J'ai passé la journée dans la buanderie, entourée de vapeur, l'odeur de l'amidon me piquant la gorge. Je repassais les nappes pour une fête à laquelle je n'étais pas invitée. De temps en temps, j'entendais les cloches de l'église au loin. Je fermais les yeux et j'imaginais la musique. J'imaginais qu'il pensait à moi. Qu'il disait, dommage que Sidonie ne soit pas là.
Quelle idiote j'étais. Le soir, quand ils sont rentrés, ils étaient éméchés, rieurs, sentant le champagne et le cigare. Personne ne m'a demandé si j'avais passé une bonne journée. Personne ne m'a rapporté une part de gâteau ou un dragée. Enguerrand a juste vérifié les nappes. C'est bien, a-t-il dit. Au moins, tu as servi à quelque chose. Ce jour-là, j'ai appris ma première leçon. Dans cette famille, il y a ceux qui sont célébrés, et il y a ceux qui servent. J'étais destinée à servir. Mais je me disais que c'était juste parce que j'étais trop petite. Que ça changerait. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'une longue série d'humiliations. 2 ans plus tard, l'histoire s'est répétée. Mais cette fois, la cruauté était encore plus raffinée, plus calculée. C'était au tour de Stanislas, mon deuxième frère, de se marier. J'avais 14 ans. L'âge où l'on commence à se sentir femme, où l'on rêve de romantisme, où l'on est terriblement vulnérable au regard des autres. J'avais économisé mon argent de poche pendant 6 mois, l'argent que je gagnais en tondant la pelouse des voisins et en nettoyant la voiture de papa pour m'acheter une barrette en nacre véritable. Je voulais être belle pour le mariage de Stanislas. J'étais naïve. Si naïve. Un soir, au dîner, Stanislas a abordé le sujet. Il coupait son steak avec une précision chirurgicale. Pour le plan de table, dit-il, on a un souci avec le nombre d'invités. Le traiteur est inflexible. C'est 150 € par tête, sans le vin. Il a marqué une pause, et tous les regards se sont tournés vers moi. Je mâchais mon morceau de pain, sentant soudain une boule se former dans ma gorge. Sidonie, commença-t-il avec une voix doucereuse, celle qu'on utilise pour parler à un animal blessé qu'on s'apprête à achever. Tu sais que Marie-Laure et moi, on t'aime bien. Mais 150 €. C'est du foie gras poêlé, des truffes, du grand cru. Franchement, à 14 ans, est-ce que tu saurais vraiment apprécier ça? Ce serait du gâchis, non? J'ai lâché mon morceau de pain. Je peux manger autre chose, ai-je murmuré. Je m'en fiche du foie gras. Je veux juste être là. Ma mère est intervenue immédiatement. C'était son rôle. Lisser les angles, justifier l'injustifiable, et me faire porter le chapeau de la culpabilité. Sidonie, ne sois pas difficile. Stanislas a un budget. Et puis, qui s'occuperait d'Hercule? Hercule était le dog allemand de la fiancée de Stanislas. Un monstre baveux qui ne supportait pas la solitude et détruisait les meubles s'il était laissé seul plus d'1 heure. Nous avons pensé, poursuivit ma mère, que tu serais la personne idéale pour garder la maison et le chien. Tu es si responsable pour ton âge. Tu es bien plus mûre que tes cousines qui, elles, ne pensent qu'à glousser et à se maquiller. Toi, tu as la tête sur les épaules. Voilà. Le piège s'était refermé. Tu es mûre. Tu es responsable. Ces mots, qui auraient dû être des compliments, étaient en réalité des chaînes. Ils utilisaient ma docilité, mon désir désespéré de leur plaire, pour m'exclure. Mais les cousines. Clara et Inès, elles viennent? Ai-je demandé d'une voix faible. Elles ont mon âge. Leur part en paix pour leur part, trancha mon père sans lever les yeux de son journal. C'est différent. C'était donc ça. J'avais une valeur monétaire, et elle était inférieure à 150 €. Le jour du mariage de Stanislas, j'ai regardé la limousine partir depuis la fenêtre de ma chambre. J'avais ma barrette en nacre dans la main. Je l'ai serrée si fort qu'elle m'a entaillé la paume. Pendant qu'ils dégustaient leur foie gras et dansaient sous les lustres de cristal, j'étais assise sur le carrelage froid de la cuisine, essayant d'empêcher un chien de 60 kilos de manger les coussins du canapé. J'ai mangé des restes de pâtes réchauffées au micro-ondes. Vers 23 heures, Stanislas a appelé sur le fixe de la maison. Mon cœur a bondi. J'ai cru, un instant, qu'il appelait pour me dire que je leur manquais, ou peut-être pour me dire de venir pour le dessert. Allô? Sidonie? C'est Stan. Dis-moi, tu n'as pas oublié de sortir Hercule? Il ne faut surtout pas qu'il fasse ses besoins sur le tapis perçant du salon. Marie-Laure serait furieuse. Non, Stan. Je l'ai sorti. Super. Allez, bisous. Il a raccroché. Pas un merci. Pas un on t'aime. Juste une vérification logistique. J'étais le personnel de service gratuit. J'étais la gardienne du chien.
J'étais l'invisible. J'ai pleuré cette nuit-là jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je me suis promis que ça ne m'arriverait plus. Mais l'espoir est une chose tenace, surtout quand il s'agit de sa propre famille. Surtout quand il s'agissait d'Olympe. Ah, Olympe. Ma grande sœur. Mon idole. Mon bourreau. Olympe. Rien que son nom évoquait la grandeur. Elle avait 6 ans de plus que moi et elle était tout ce que je n'étais pas. Elle était blonde, élancée, avec un rire cristallin qui charmait tout le monde. Elle était l'enfant chéri, la Golden Child, celle pour qui le soleil semblait se lever chaque matin. Malgré la froideur de mes frères, je vouais un culte à Olympe. Parce qu'elle savait comment me manipuler. Elle me donnait des miettes d'attention, juste assez pour que je reste accroché à elle comme un petit chien fidèle. Quand Olympe s'est fiancée, 2 ans après le mariage de Stanislas, j'avais 16 ans et demi. Je me suis dit, c'est bon. Cette fois, c'est la bonne. Olympe m'aime. Elle n'est pas comme eux. Et au début, elle a tout fait pour me le faire croire. Un après-midi, elle m'a emmené dans sa chambre, celle qui sentait toujours la vanille et le linge propre. Elle m'a fait asseoir sur son lit à baldaquin. Sidonie, m'a-t-elle dit en me prenant les mains, ses yeux bleus plongeant dans les miens. Je ne veux pas que mon mariage ressemble à ceux des garçons. C'était froid, impersonnel. Moi, je veux du cœur. Et tu es ma seule sœur. Ma petite sœur chérie. Mon cœur s'est gonflé d'amour et de gratitude. J'ai failli pleurer de joie. Je ferai tout ce que tu veux, Olympe. Je le sais. Tu es la seule sur qui je peux compter. Maman est trop stressée, et les garçons sont inutiles. J'ai besoin de toi pour m'aider à organiser le plus beau mariage du siècle. Tu seras mon bras droit. Et bien sûr, tu seras ma demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur. Le Graal. Pendant les 6 mois qui ont suivi, je suis devenue l'esclave volontaire d'Olympe. Je ne vivais que pour son mariage. J'ai séché des cours pour l'accompagner aux essayages de sa robe à Paris, portant ses sacs, courant chercher des bouteilles d'eau, ajustant sa traîne pendant qu'elle se admirait dans le miroir sans jamais me demander mon avis. Mais le pire, ce furent les invitations. Olympe voulait des invitations manuscrites. Calligraphiées. Tu as une écriture tellement élégante, Sidonie, bien plus belle qu'une impression machine, m'avait-elle dit. J'ai passé mes nuits, mes week-ends, mes vacances de Pâques à écrire. 500 enveloppes. 500 cartons d'invitation. Ma main se crispait, mes doigts étaient tachés d'encre permanente, j'avais des crampes dans le dos. Quand je fatiguais, Olympe passait la tête par la porte. Allez, courage. Pense à comme ce sera beau. Tu fais ça pour moi, n'est-ce pas? Et je continuais. J'écrivais les noms de cousins éloignés, d'amis de la fac, de collègues de travail de son fiancé, Guillaume. J'ai même écrit l'invitation pour l'ex-petite amie de Guillaume, parce qu'Olympe voulait montrer sa supériorité. J'ai aussi utilisé toutes mes économies de babysitting près de 300 € pour lui acheter un cadeau de mariage anticipé, un ensemble de bougies parfumées de luxe et un peignoir en soie brodée mariée. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Quand je lui ai offert, elle a souri, un peu distraitement. Oh, c'est mignon. Merci, ma puce. Pose-le là-bas, avec les autres trucs. Il y avait un petit signal d'alarme qui clignotait au fond de mon cerveau. Pourquoi, quand la famille de Guillaume venait dîner, Olympe m'envoyait-elle toujours en cuisine chercher le sel ou le pain? Pourquoi ne me présentait-elle jamais comme sa demoiselle d'honneur, mais juste comme la petite sœur? Un jour, j'ai surpris une conversation. Olympe parlait à sa future belle-mère, une femme hautaine qui portait toujours des perles. Et pour le cortège? Demandait la belle-mère. Ne vous inquiétez pas, répondit Olympe. J'ai choisi Aurélie et Capucine. Elles ont la taille mannequin, elles seront sublimes sur les photos. Je me suis figée derrière la porte. Aurélie et Capucine étaient ses amies de fac. Et moi? Je me suis rassurée. Peut-être qu'il y avait plusieurs demoiselles d'honneur. Peut-être que j'étais la principale. Elle m'avait promis. Elle n'oserait pas me mentir après tout ce que j'avais fait. Après les 500 enveloppes. J'avais tort. J'avais tellement tort. La chute allait être brutale, et elle allait changer ma vie à jamais. 2 semaines. Il ne restait que 2 semaines avant le grand jour.
La maison était en ébullition. Il y avait des fleurs partout, des cartons de décoration empilés dans le couloir. Mais personne ne m'avait parlé de ma robe. Personne ne m'avait dit à quelle heure je devais me faire coiffer. Je n'y tenais plus. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis entrée dans la chambre d'Olympe. Ma mère était là, assise sur le lit, en train de vérifier une liste. Olympe essayait ses chaussures. Olympe ? dis-je d'une voix qui tremblait légèrement. Pour ma robe de demoiselle d'honneur, on les sait quand ? Il ne reste plus beaucoup de temps pour les retouches. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Olympe a échangé un regard avec ma mère. Ce regard. Ce maudit regard de complicité qui m'excluait encore une fois. Olympe a soupiré, comme si je lui demandais la lune. Elle s'est assise face à moi, prenant une pose théâtrale de compassion. Écoute, Sidonie. On a un petit problème. La famille de Guillaume est très traditionnelle. Très stricte sur le protocole. Le protocole ? Ai-je répété, ne comprenant pas oui. Pour la réception du soir, le dîner et le bal, ils ont imposé une règle, à Dulton Lee. Pas d'enfants. Strictement personne en dessous de 18 ans. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais j'ai 16 ans et 8 mois. Je suis presque majeure. Je ne suis pas une enfant qui va courir partout. Je sais, ma chérie, intervint ma mère, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Mais une règle est une règle. Si on fait une exception pour toi, la cousine de Guillaume voudra amener ses jumeaux de 15 ans, et ce sera le chaos. On ne peut pas risquer de froisser la belle famille. C'est une question de diplomatie. De diplomatie ? ai-je crié, la rage remplaçant soudain la tristesse. J'ai écrit 500 invitations à la main. J'ai passé des nuits blanches pour ce mariage. Tu m'avais promis que je serais demoiselle d'honneur. Tu as menti. Olympe s'est levée, son visage perdant toute trace de douceur. Arrête de faire ta crise. Tu vois, c'est exactement pour ça que tu ne peux pas venir. Tu es trop émotive, trop gamine. Tu n'as pas la sophistication requise pour un événement de ce standing. Tu nous ferais honte. Le mot m'a frappé comme une gifle physique. Honte. Tu as honte de moi ? ai-je murmuré. Ne le prends pas mal, dit Olympe en remettant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Mais regarde-toi. Tu es rustique. Tu ne saurais pas tenir une conversation avec les associés de Guillaume. Tu seras mieux à la maison. On te racontera tout le lendemain. Je suis sortie de la chambre en courant. Je me suis enfermée dans la mienne. Je voulais tout casser. Je voulais déchirer les invitations qui restaient. Mais je n'ai rien fait. J'ai juste pleuré. Le lendemain, alors qu'ils étaient partis pour une dernière réunion avec le traiteur, je suis entrée dans le bureau de mon père. Sur le bureau, il y avait la liste finale des invités, celle qu'Olympe avait oubliée. Mes yeux ont parcouru les colonnes. Et là, mon sang s'est glacé. À la table 8, Chloé et Léa. Les cousines de Guillaume. Je les connaissais. Je les avais vues sur Facebook. Elles venaient de fêter leurs 16 ans. À la table 12, le fils du patron de Guillaume. 15 ans. Il y avait au moins 10 personnes de moins de 18 ans sur cette liste. Ce n'était pas une règle à Dulton Lee. C'était une règle no Sidonie. Olympe ne m'avait pas exclue à cause de mon âge. Elle m'avait exclue parce qu'elle ne voulait pas de moi. Elle m'avait utilisée pour ma main-d'œuvre, pour mon écriture, pour ma dévotion, et maintenant que le travail était fini, elle me jetait comme un mouchoir sale. Elle voulait que ses photos soient remplies de gens sophistiqués, riches, beaux selon ses critères. Et moi, sa petite sœur rustique, je faisais tâche. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur, mais le lien invisible qui me rattachait à eux. J'ai compris que je n'avais pas de famille. J'avais des colocataires génétiques qui me méprisaient. Si votre propre sœur vous faisait ça, si elle vous utilisait pendant des mois pour ensuite vous rejeter à la veille de la fête en vous mentant droit dans les yeux, que feriez-vous ? Est-ce que vous continueriez à essayer de gagner son amour, ou est-ce que vous prépareriez votre vengeance ? Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place dans les commentaires. Je lis tout. Le jour du mariage d'Olympe, je suis restée dans ma chambre.
Je n'ai pas gardé la maison. Je n'ai pas repassé de nappe. J'ai passé la journée à chercher des écoles d'horticulture le plus loin possible de Saint-Malo. J'ai regardé la carte de France. Mon doigt a traversé tout le pays, du gris de la Bretagne jusqu'au jaune du sud. Il s'est arrêté sur Grasse. La capitale des fleurs. Loin. Très loin d'eux. Mais je ne suis pas partie tout de suite. Il restait une dernière épreuve. Un dernier clou dans le cercueil de mes relations familiales. Le mariage d'Ambroise. Les années ont passé. J'ai eu mon bac. J'ai commencé à travailler chez un fleuriste local pour économiser. Je vivais toujours chez mes parents, comme un fantôme. Je parlais peu. Je ne participais plus aux dîners de famille sauf si on m'y obligeait. Ils pensaient que j'étais devenue renfermée ou sauvage. En réalité, j'étais en train de construire mon armure. Puis est arrivé le tour d'Ambroise. Mon petit frère, celui qui avait 2 ans de plus que moi. Celui avec qui je jouais au Lego quand nous étions petits. J'avais 24 ans. J'étais une adulte. J'avais un travail. Je payais ma part de loyer à mes parents. Ambroise a annoncé son mariage avec une fille issue d'une famille d'aristocrates ruinés mais très à cheval sur les apparences. Cette fois, je n'ai pas proposé mon aide. Je n'ai pas écrit d'invitation. J'ai attendu. J'attendais de voir quelle excuse ils allaient inventer cette fois-ci. Car maintenant, je savais que c'était un jeu pour eux. L'excuse est tombée un dimanche midi, entre le fromage et le dessert. Sidonie, a commencé Ambroise, visiblement mal à l'aise, triturant sa serviette. Pour le mariage. Charlotte et moi, on a pensé à quelque chose. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard était vide. Je t'écoute. Voilà, le thème du mariage, c'est couples célèbres. Tout le monde doit venir accompagner. C'est très strict pour l'harmonie des tables. Et, bon, tu es célibataire. C'était vrai. Je n'avais personne. Comment aurais-je pu avoir quelqu'un? Je passais ma vie à travailler ou à me cacher dans ma chambre. Et alors? Ai-je demandé? Je ne peux pas venir seule? Ce serait gênant, intervint Charlotte, sa fiancée, en pinçant les lèvres. Tu serais la seule personne seule à une table de couple. Ça casserait l'ambiance. Et puis? Elle a hésité, puis a lancé la bombe. Et puis, avec ton travail, tu as toujours les mains abîmées. De la terre sous les ongles. C'est un mariage en gants blancs, Sidonie. On ne voudrait pas que tu te sentes mal à l'aise au milieu de gens si soignés. J'ai regardé mes mains. Elles étaient propres, mais c'étaient des mains de travailleuses. Des mains qui plantaient, qui taillaient, qui créaient la vie. Elles étaient 1000 fois plus nobles que leurs mains manucurées qui ne savaient rien faire d'autre que tenir une coupe de champagne. Donc, je ne suis pas invitée parce que je n'ai pas de mari et parce que je travaille avec mes mains? C'est ça? Ne le prends pas comme ça, s'exclama ma mère. C'est pour ton bien. Tu serais malheureuse au milieu de tous ces couples. J'ai posé ma serviette. Je me suis levée. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Un sourire froid, terrifiant. Vous avez raison, ai-je dit calmement. Je serais très malheureuse. Merci de m'épargner ça. Je suis montée dans ma chambre. J'ai sorti ma valise de sous mon lit. J'ai mis mes vêtements, mes économies et mes diplômes d'horticulture. Le lendemain matin, à l'aube, alors que la maison dormait encore, j'ai laissé une note sur la table de la cuisine. Je pars. Ne me cherchez pas profiter bien de vos mariages parfaits sans la tâche que je suis. J'ai pris ma vieille voiture et j'ai roulé. J'ai roulé pendant 12 heures. J'ai vu le paysage changer. Les nuages gris de Bretagne ont laissé place au ciel bleu azur. Les toits d'ardoise ont laissé place aux tuiles rouges. L'odeur de la pluie a été remplacée par l'odeur du thym et du romarin. Quand je suis arrivée à Grasse, j'étais épuisée, seule, sans logement, mais je respirais. Pour la première fois de ma vie, mes poumons se remplissaient d'air pur, sans le poids écrasant du jugement de ma famille. J'avais fui l'enfer. J'allais construire mon paradis. Et je ne savais pas encore que dans ce paradis, j'allais rencontrer quelqu'un qui allait tout changer. Grasse m'a sauvée.
Les fleurs ne vous jugent pas. Elles ne se soucient pas de savoir si vous êtes assez sophistiqué ou si vous avez un mari. Si vous les aimez, si vous prenez soin d'elles, elles fleurissent. C'est simple. C'est honnête. J'ai trouvé un travail dans une pépinière historique. Je travaillais dur, du lever au coucher du soleil, les mains dans la terre, le visage au soleil. J'ai appris à greffer les rosiers, à distiller la lavande. J'ai fini par acheter ma propre petite parcelle de terre. Je suis devenue une femme respectée pour mon talent, pas pour mon nom de famille. Et puis, il y a eu Malo. Malo était architecte paysagiste. Il venait souvent à la pépinière pour commander des arbres. Il était grand, avec des épaules larges et un sourire qui faisait plisser les coins de ses yeux. Il était originaire de Bretagne, comme moi, mais il avait fui pour d'autres raisons. Au début, j'étais méfiante. J'avais appris que les gens, surtout ceux qui semblaient gentils, finissaient toujours par vous décevoir. Mais Malo était patient. Il aimait me regarder travailler. Il disait que mes mains étaient magiques. « Tu as de la terre sur la joue », m'a-t-il dit un jour en riant doucement. J'ai voulu m'essuyer frénétiquement, honteuse. « Attends », a-t-il dit en arrêtant mon geste. « Laisse. C'est joli. Ça veut dire que tu es vivante. » Personne ne m'avait jamais dit ça. 6 mois plus tard, il m'a invité à rencontrer ses parents. J'étais terrifiée. J'ai passé 1 heure à essayer de cacher mes mains égratignées, à choisir une robe convenable. J'avais peur d'être jugée, d'être encore une fois pas assez bien. La famille de Malo vivait dans une vieille bastide provençale, un peu décrépite mais pleine de vie. Quand nous sommes arrivés, il y avait du bruit, des rires, de la musique. Sa mère, une petite femme rondelette, est sortie en s'essuyant les mains sur son tablier. Ah! La voilà! La fameuse Sidonie. Elle m'a serré dans ses bras comme si j'étais sa propre fille rentrant de guerre. Pas de bonjour madame, pas de révérence. Juste une étreinte chaude qui sentait l'ail et le basilic. Le déjeuner a été un choc culturel pour moi. Chez mes parents, les repas étaient silencieux, on ne parlait pas la bouche pleine, on ne mettait pas les coudes sur la table. Ici, tout le monde parlait en même temps, on se passait les plats de main en main, on riait fort, on débattait. À un moment, j'ai renversé mon verre de vin rouge sur la nappe blanche. Je me suis figée, le sang quittant mon visage. J'attendais les cris. J'attendais qu'on me dise que j'étais maladroite, que j'avais tout gâché. J'attendais la voix de ma mère ou le mépris d'Olympe. Oh là là! S'est exclamé le père de Malo. Il a attrapé la salière et a versé une montagne de sel sur la tâche. Et voilà! Le sel absorbe tout. C'est magique. Allez, Sidonie, resserre-toi un peu de daube, tu es toute pâle. Pas de reproches? Pas de soupirs exaspérés? Je suis allée aux toilettes pour pleurer. Claire, la sœur de Malo, m'a suivie. Ça va? Tu n'aimes pas la daube? M'a-t-elle demandé gentiment. Non, c'est juste que j'ai taché la nappe. Et alors? C'est une nappe. Ça se lave. On s'en fiche. L'important, c'est qu'on soit ensemble. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Ce soir-là, en rentrant avec Malo, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'avais passé ma vie à essayer de m'intégrer dans une famille qui ne voulait pas de moi, alors qu'il existait des familles comme celle-ci. Des familles où l'amour est inconditionnel, où les erreurs sont permises, où l'on vous aime pour qui vous êtes, terre sous les ongles et tout le reste. 3 ans plus tard, quand Malo m'a demandé en mariage au milieu de mes jasmins, je n'ai pas hésité une seconde. Oui, ai-je dit. Oui, je veux être ta famille. Mais avec le mariage est venue la question fatidique, la liste des invités. Et le retour des fantômes du passé. Nous y voilà. Retour au moment présent. Moi, Sidonie, 32 ans, assise dans mon jardin avec mon stylo en suspens. Malo s'est approché de moi, posant une tasse de thé sur la table. Il a vu mon hésitation. Il connaissait toute l'histoire. Il savait pour les nappes repassées à 12 ans, pour le chien gardé à 14 ans, pour les 500 enveloppes et le rejet d'Olympe. Tu n'es pas obligé de le faire, a-t-il dit doucement. De quoi? De les inviter? Tu ne leur dois rien, Sidonie. Absolument rien. J'ai regardé la liste vide sous la rubrique frères et sœurs.
J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs remonter une dernière fois. Mais cette fois, je ne les ai pas laissés me blesser. Je les ai examinés avec la froideur d'un juge. J'ai revu Enguerrand me traitant de domestique. J'ai revu Stanislas calculant le prix de mon assiette. J'ai revu Ambroise ayant honte de mes mains. Et surtout, j'ai revu Olympe. Son sourire faux. Sa cruauté déguisée en conseil. Est-ce que je voulais de ces gens le jour le plus heureux de ma vie? Est-ce que je voulais voir Olympe critiquer ma décoration? Est-ce que je voulais voir ma mère soupirer parce que ma robe n'était pas assez chère? Non. J'ai pris mon stylo. D'un geste ferme, j'ai tracé une ligne définitive. Je n'invite aucun d'eux, ai-je dit à voix haute. Ni Enguerrand, ni Stanislas, ni Ambroise, ni Olympe. Malo a souri. C'est ta décision. Et tes parents? Là, c'était plus dur. Malgré tout, ils étaient mes parents. J'avais encore ce besoin enfantin qu'ils me voient, qu'ils soient fiers de moi, ne serait-ce qu'une fois. Je vais inviter papa et maman, ai-je décidé. Mais je vais être claire. C'est eux et seulement eux. Pas de fratrie. J'ai donc écrit une invitation pour monsieur et madame de Kernevel. Et à l'intérieur, j'ai glissé une lettre manuscrite. Pas une de ces lettres suppliantes que j'écrivais autrefois. Une lettre d'adulte. Cher papa, maman, je vais me marier. J'aimerais que vous soyez là. Cependant, au vu de l'histoire de notre famille et des nombreuses fois où j'ai été exclue des célébrations de mes frères et sœurs pour des raisons futiles, j'ai décidé de ne pas les inviter. Ce sera un mariage intime, entouré de gens qui m'aiment et me respectent réellement. J'espère que vous comprendrez et que vous viendrez partager ce moment avec moi. Si vous ne pouvez pas accepter cette condition, je comprendrai votre absence. J'ai scellé l'enveloppe. Mais il restait une personne à inviter. Une personne de Saint-Malo. J'ai pris un nouveau carton et j'ai écrit « Madame Le Gall ». Madame Le Gall était notre voisine. C'était la vieille dame qui me voyait pleurer dans le jardin quand j'étais petite. Celle qui me passait des biscuits par-dessus là et quand on m'envoyait au lit sans dîner parce que j'avais fait contre la famille. Celle qui m'avait dit un jour « Tu as un cœur d'or, ma petite. Ne les laisse pas le transformer en pierre. » Elle méritait d'être là. J'ai posté les lettres le lendemain matin. J'ai senti un poids immense quitter mes épaules. J'avais l'impression d'avoir enfin coupé le cordon ombilical toxique qui m'étranglait depuis 30 ans. Pendant 3 jours, il y a eu un silence radio. Le calme avant la tempête. Et puis, le téléphone a sonné. C'était Olympe. Bien sûr que c'était Olympe. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Puis 2. Puis 10 textos. Le premier disait « C'est une blague ?» Le dernier disait « Tu es une petite garce ingrate et égoïste. Maman est en train de faire une crise de nerfs par ta faute. » J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Jadis, ces mots m'auraient détruite. Aujourd'hui, ils ne me faisaient rien. C'était comme regarder un animal enragé derrière une vitre blindée. Elle ne pouvait plus m'atteindre. Mais Olympe n'était que l'avant-garde. La véritable attaque est venue le soir même, quand le nom de ma mère s'est affiché. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé Malo qui m'a fait un signe d'encouragement, et j'ai décroché. « Allô, maman ?» Sidonie. Sa voix était tremblante, faible, chargée de reproches implicites. C'était sa voix de martyr, celle qu'elle utilisait pour obtenir tout ce qu'elle voulait. « Sidonie, comment as-tu pu faire ça? J'ai reçu ta lettre. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je vais me marier, maman. C'est une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle? Tu appelles ça une bonne nouvelle? Tu déclares la guerre à ta propre famille. Olympe est en pleurs, elle ne comprend pas pourquoi tu la détestes autant. Tes frères sont choqués. Tu nous humilies, Sidonie. Que vont dire les gens? Que vont penser les voisins si nous allons à ton mariage sans tes frères et sœurs? On va croire que la famille a explosé. La famille a explosé il y a longtemps, maman. Quand vous m'avez laissé seule dans la cuisine pendant le mariage de Stan. Quand Olympe m'a jetée comme une vieille chaussette après que j'ai tout fait pour elle. Tu ne t'es jamais soucié de ce que pensent les gens quand c'était moi qui étais exclue. Pourquoi c'est un problème maintenant? C'était différent.
Tu étais une enfant. C'était pour ton bien. J'avais 24 ans pour le mariage d'Ambroise, maman. J'étais adulte. Et vous m'avez exclu parce que mes mains n'étaient pas assez propres pour votre photo de famille. Il y a eu un silence au bout du fil. Elle savait que j'avais raison. Mais ma mère ne s'avouait jamais vaincue. Elle a changé de tactique. Elle est passée de la victimisation à la menace. Écoute-moi bien, Sidonie. Ton père et moi, nous ne pouvons pas cautionner ce comportement. La famille, c'est un bloc. C'est tout ou rien. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais ma voix est restée étonnamment stable. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si tes frères et sœurs ne sont pas invités, alors nous ne viendrons pas non plus. Nous ne validerons pas ta méchanceté par notre présence. Tu dois envoyer des invitations à tout le monde. Sinon, tu te marieras sans tes parents. C'est ton dernier mot? C'était le moment de vérité. L'ultimatum. Elle pensait que j'allais craquer. Que la petite Sidonie qui avait besoin de l'approbation de maman allait supplier, s'excuser et écrire les invitations. Elle pensait qu'elle tenait encore la laisse. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait sur mes jasmins. J'ai regardé Malo, qui me tenait la main. J'ai pensé à Madame Le Gall. J'ai pensé à la famille de Malo. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'eux. Je voulais qu'ils soient là, oui. Mais je n'avais pas besoin d'eux pour être entière. Maman, ai-je dit doucement. Oui. Je savais que tu serais raisonnable. Non, maman. Tu n'as pas compris. C'est mon mariage. C'est moi qui décide. Si ta condition pour venir est que je doive inviter les gens qui m'ont fait souffrir toute ma vie, alors. J'ai marqué une pause. Les larmes me montaient aux yeux, non pas de tristesse, mais de libération. Alors tant pis. Ne venez pas. C'est votre choix, pas le mien. Quoi? Tu oses? Oui. Tu vas me manquer, maman. Vraiment. Mais je ne sacrifierai pas mon bonheur pour ton image. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai éclaté en sanglots, mais c'était des larmes de soulagement. Malo m'a prise dans ses bras. Je suis fière de toi, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Je pensais que c'était fini. Que j'avais gagné ma paix. Mais je sous-estimais la ténacité d'Olympe et son besoin pathologique de contrôle. Ils n'allaient pas se contenter de ne pas venir. Ils allaient venir pour tout gâcher. 2 jours avant le mariage. Tout était prêt. Les tables étaient installées sous les oliviers. Les guirlandes lumineuses pendaient des branches. C'était simple, rustique, magnifique. Exactement ce que je voulais. J'étais dans la serre en train de vérifier les derniers bouquets quand j'ai entendu le bruit des graviers crisser sous des pneus. Un gros SUV noir, rutilant, bien trop gros pour notre petite allée de terre, s'est arrêté devant la maison. Mon sang s'est figé. Je connaissais cette voiture. C'était celle d'Enguerrand. Les portières ont claqué. J'ai vu sortir Enguerrand dans un costume trop strict pour la campagne. Puis Stanislas. Puis Ambroise. Puis mes parents. Et enfin, Olympe. Elle portait une robe blanche. Blanche. Qui porte du blanc au mariage d'une autre, ou même à la veille d'un mariage? Ils avançaient vers moi comme une armée en marche. Ils n'avaient pas l'air de venir pour faire la paix. Ils avaient l'air de venir pour une exécution. Malo est sorti de la maison, essuyant ses mains sur un chiffon. Il s'est posté à côté de moi, formant un mur. « Qu'est-ce que vous faites là ?» ai-je demandé, ma voix tremblant de colère. « Je ne vous ai pas invité. » « On ne pouvait pas te laisser faire cette bêtise, » a déclaré Olympe en ajustant ses lunettes de soleil, regardant mon jardin avec dégoût. « Regarde cet endroit. C'est sauvage. » « Nous sommes ta famille, Sidonie, » a dit mon père, d'un ton autoritaire. « Nous avons fait 12 heures de route. Tu vas arrêter ce caprice ridicule, nous laisser entrer, et nous allons réorganiser tout ça pour que ce soit présentable. » Réorganiser ? A répété Malo, sa voix basse et menaçante. Vous ne touchez à rien. Enguerrand s'est avancé vers Malo, essayant de le dominer de sa hauteur.
Écoute-moi bien, le jardinier. C'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas si Denis fait une crise, on est là pour gérer la situation. Gérer? Ai-je explosé? Je ne suis pas une crise à gérer. Je suis une femme de 32 ans chez elle. Olympe a ricané. Une femme? Regarde-toi. Tu es toujours la même petite fille sale qui garde les chiens. Tu crois vraiment que tu peux nous exclure? On est les Carnévels. Sans nous, tu n'es rien. Tu devrais nous remercier d'être venu sauver ton petit mariage minable. Quelque chose a claqué dans mon cerveau. Toutes ces années de silence, de soumission, de merci, de pardon, tout est remonté à la surface comme un volcan. Je me suis avancée vers Olympe. J'étais en jean et t-shirt, elle était en robe de créateur, mais pour la première fois, je me sentais plus grande qu'elle. Tu as raison, Olympe, ai-je dit, ma voix coupant l'air comme un sécateur. Je suis la fille qui garde les chiens. Je suis la fille qui repasse les nappes. Je suis la fille qui écrit 500 invitations pour qu'on lui dise ensuite qu'elle est trop rustique pour venir à la fête. J'ai tourné mon regard vers mes frères. Enguerrand, tu m'as traité comme une boniche. Stanislas, tu m'as chiffré à 150 €. Ambroise, tu as eu honte de mes mains qui travaillent. Puis vers ma mère. Et toi, maman, tu les as laissés faire. Tu m'as dit que j'étais mûre pour que je ne pleure pas. Tu as sacrifié ma confiance en moi pour acheter leur paix. Sidonie, a commencé ma mère, les larmes aux yeux. Non. Ai-je crié. C'est fini. Vous n'êtes pas venu ici par amour. Vous êtes venu parce que vous avez peur. Vous avez peur que les voisins jasent. Vous avez peur que mon bonheur sans vous prouve que vous n'êtes pas indispensable. Et devinez quoi? Vous ne l'êtes pas. J'ai pointé le portail. Partez. Maintenant. C'est ma propriété. C'est ma vie. Et vous n'êtes plus sur la liste d'invités de mon existence. Il y a eu un silence total. Même les cigales semblaient s'être tues. Enguerrand a regardé Malo. Malo a croisé les bras, ses biceps contractés. Il ne bougerait pas, tu vas le regretter, a craché Olympe, le visage déformé par la haine. Tu vas finir toute seule. Je ne suis pas seule, ai-je répondu en prenant la main de Malo. Et je préfère être seule que mal accompagnée. Ils ont fait demi-tour. Ils sont remontés dans leur voiture de luxe. Ils ont démarré dans un nuage de poussière. J'ai regardé la voiture disparaître au tournant. Mes jambes ont flanché. Malo m'a rattrapé avant que je ne touche le sol. J'ai pleuré, mais cette fois, c'était fini. Vraiment fini. Le poison était sorti. Le jour de mon mariage, le ciel était d'un bleu insolent. Pas un nuage. Quand je suis sortie de la maison, vêtue d'une robe simple en dentelle de coton, je n'ai pas cherché le regard critique de ma mère. Je n'ai pas eu peur que ma sœur ricane de ma coiffure. Il y avait 80 chaises blanches installées dans l'herbe. Elles étaient toutes occupées. Au premier rang, à la place d'honneur réservée normalement à la mère de la mariée, il y avait Madame Le Gall. Elle avait fait le voyage en train depuis Saint-Malo, malgré ses rhumatismes. Elle portait un chapeau violet extravagant et souriait de toutes ses dents. À côté d'elle, il y avait la famille de Malo. Ses parents, sa sœur Claire, ses cousins bruyants et joyeux. Il y avait mes employés de la pépinière, mes amis de grâce, mes voisins. Quand la musique a commencé, pas une marche nuptiale pompeuse, mais une chanson folk douce à la guitare, Madame Le Gall s'est levée pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel. « Tu es magnifique, ma chérie », m'a-t-elle chuchoté. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. En marchant vers Malo, j'ai regardé les visages autour de moi. Je n'ai vu que de l'amour. De l'amour sincère, sans condition, sans calcul, sans jugement. J'ai repensé à la phrase d'Olympe, « Tu vas finir toute seule ». Je n'avais jamais été aussi entourée. Malo m'attendait sous l'arche fleurie de roses que nous avions cultivée ensemble. Il avait les larmes aux yeux. Il a pris mes mains rugueuses, mes mains de travailleuse et les a embrassées devant tout le monde. « Je te choisis, Sidonie », a-t-il dit lors de ses vœux. Je choisis tout de toi. Ton passé, ton présent et notre futur. Je promets d'être le refuge que tu n'as jamais eu. J'ai prononcé mes vœux d'une voix claire et forte.
Je promets de ne plus jamais m'excuser d'exister. Je promets de construire avec toi une famille où personne ne sera jamais exclu, où chaque place à table sera une place d'honneur. La fête a duré jusqu'au bout de la nuit. Nous avons mangé, nous avons ri, nous avons dansé pieds nus dans l'herbe. J'ai taché ma robe avec du vin, et tout le monde a applaudi. Je n'ai pas reçu de nouvelles de ma famille biologique depuis ce jour-là. J'ai entendu dire par Madame Le Gall qu'il raconte à tout Saint-Malo que je suis devenue folle et que j'ai rejoint une secte dans le sud. Ça m'est égal. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent pour protéger leur précieuse image. Moi, je connais la vérité. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille. La famille, c'est un verbe. C'est ce que l'on fait. C'est ceux qui sont là quand vous tombez. C'est ceux qui vous célèbrent, pas ceux qui vous tolèrent. Aujourd'hui, quand je regarde mes photos de mariage, je ne vois pas de vide là où mes frères et sœurs auraient dû être. Je vois de l'espace. De l'espace pour le bonheur, pour la paix, et pour les gens qui le méritent vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous aussi, vous avez dû prendre des décisions difficiles pour vous protéger d'une famille toxique, ou si vous avez trouvé votre famille de cœur, mettez un j'aime à cette vidéo. Et surtout, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience et de justice. À bientôt.